À l'instar des fables de La Fontaine, inspirons-nous de fables managériales modernes pour penser et agir sur le monde du travail. Qu'est-ce que cela signifie ? Comment les questionner, prendre de la hauteur et les relier à la réalité de chacun ? Ombre et lumière, les fables du management d'aujourd'hui. Et à tous, c'est le moment de s'installer, de finir vos dernières conversations. Je vois qu'on a des gens qui arrivent, qui s'installent. Bienvenue au Life Hub, bienvenue chez vous pour certains puisque vous venez à domicile. Donc on est ravis de vous accueillir ici pour ceux qui sont à domicile et pour ceux qui viennent en voisin pour ce premier épisode de notre nouvelle série Ombre et lumière, les fables du management. Donc une nouvelle série qu'on a imaginée, conçue avec Thierry Pic qui est notre acolyte pour ces aventures depuis déjà 2 ans. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer donc ce lancement de cette nouvelle série qui va se décliner en 5 épisodes jusqu'à l'été prochain. Et on a démarré aujourd'hui avec un dirigeant qu'on a invité pour cette grande première pour cette saison 2. Donc c'est une web-série qui fait suite à ce qu'on avait fait l'année dernière qui s'appelait Retour vers le futur du travail, que peut-être certains et certaines avaient suivi, où là on retraçait à travers des grandes thématiques, on se projetait dans le futur du travail. Et pour cette deuxième saison, on a décidé de partir de témoignages de dirigeants qui ont développé un style de management, une philosophie managériale singulière et responsable. Et on va donner la parole à ces témoins-là. Et donc ce premier épisode et tous les autres épisodes vont se passer de la même manière. On aura notre dirigeant grand témoin ou dirigeante avec un premier temps de questionnement, de témoignage guidé par Thierry Pic, qui est donc professeur à l'EM Lyon. Et puis un deuxième temps où on va inviter 2 intervenants, 2 regards croisés sur ce témoignage-là qui vont faire part de leurs réactions, de leurs questionnements par rapport à ce qu'ils auront entendu de ce témoignage-là. Voilà. J'en profite pour remercier vraiment chaleureusement donc le Life Hub et donc Philippe Mérès qui nous accueille et qui nous a bien accueillis et qui nous a facilité l'organisation. Et puis je vais donc inviter à venir sur scène Laurent de la Clergerie puisque c'est notre invité, notre grand témoin qui est le président donc, de LDLC, et puis donc Thierry Pic, comme je vous le disais, professeur à l'EM Lyon, qui va pouvoir le questionner. Merci Laurent d'être parmi nous. Alors Laurent, vous pouvez l'entendre, le voir dans de nombreuses conférences. On va prendre un parti un petit peu différent aujourd'hui, puisque ce qui va nous intéresser ici dans cette demi-heure d'échange avec Laurent, c'est vraiment de nous concentrer sur la vision d'un dirigeant d'une entreprise. C'est quoi la performance ? Quelle est la place des collaborateurs ? Comment pense-t-on le rôle d'un dirigeant ? Et l'idée, ombre et lumière, c'est, vous connaissez évidemment la semaine des 4 jours, peut-être un certain nombre d'autres éléments sur LDLC. Ça, c'est les éléments en lumière. On va aussi s'intéresser à l'ombre, c'est-à-dire les croyances, les représentations, ce qu'il y a derrière. Voilà, donc ce premier temps d'échange va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la trajectoire d'LDLC, pas seulement sur le dispositif des 4 jours. Donc Laurent, peut-être en 2 mots, qui es-tu et LDLC, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ? Donc bonjour à tous, Laurent Clergerie, fondateur de LDLC, boîte que j'ai créée il y a 26 ans. J'avais pas travaillé avant. Je suis ingénieur en électronique, traitement du signal, traitement de l'image, avec cette formation. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, LDLC aujourd'hui, LDLC, c'est un groupe de 1050 collaborateurs, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 boutiques en France et une partie pro, une partie particulier sur le web.
Alors, on est en 96, voilà, tu es un passionné d'informatique, tu découvres l'Internet, et puis tu te lances dans le développement de l'e-économie, développement, croissance interne, puis ensuite croissance externe. On est en 96 à 350 salariés. À peu 96, c'est la création. 350 salariés, c'est plus tard. Voilà, on va fonctionner par tranche de 10 ans. Ta conception de ce qu'est une entreprise pendant cette première période? Alors déjà, pour reprendre d'ailleurs par rapport à 350 salariés et ce qu'on est aujourd'hui, c'est que le jour où je crée ma boîte, si on m'avait dit qu'il y aurait 1000 collaborateurs un jour, j'aurais pas commencé. Parce que je m'imaginais pas du tout gérer 1000 personnes. Donc ma conception de l'entreprise à cette époque, c'est une histoire, alors d'abord personnelle, mais vite une histoire de copains qui développent une boîte et qui se posent pas de questions et qui avancent sans aucune question. C'est-à-dire qu'il y a pas je me pose pas à aucun moment la question de comment doit fonctionner une entreprise. C'est une bande de copains qui avance, même si en 2005, on sera 350 effectivement copains qui avancent dans leur boîte. Pour vous donner une idée, il n'y a pas de comité de direction en 2005 dans la boîte. Donc logique de plaisir, logique de personnes qui travaillent ensemble. D'une histoire qui se développe et okay. On est tous ensemble. Alors on va se retrouver 10 ans après, rapidement. Une crise dans l'entreprise, la première, un problème d'entrepôt qui faillit faire couler la boîte, concrètement. Comment tu gères la situation? Alors justement, en 2005, on s'est arrêté là parce qu'effectivement, changement d'entrepôt, gros entrepôt, il y avait un gars qui devait s'occuper de tout ça, avec un partenaire, ça se passe pas bien. Et la boîte manque de couler à pas grand-chose, mais vraiment. Et du coup, on sort de ça en se disant, on a ce côté copain qu'on a vécu pendant 10 ans, ça peut plus continuer. Donc on va recruter, on va caper, on va structurer. Et donc on recrute 2-3 profils extérieurs. Et quand on recrute des profils extérieurs capés, la boîte qu'on avait qui était déstructurée devient très 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 structurée. Ta représentation sur les crises, opportunités, menaces, comment tu as géré cette situation? On est passé sur le fil du rasoir. Alors, déjà difficulté pour le dirigeant parce que on est vraiment passé sur le fil du rasoir et à ce moment-là, plus personne n'y croit dans l'entreprise. Il y a des gens qui partent, les meilleurs profils partent parce qu'ils ont peur. Et quand on est dirigeant dans cette situation, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire qu'on va se planter. Même si on y croit dans sa tête, et donc arriver tous les matins avec un masque pour dire, avec un grand sourire en disant non mais tout va bien, vous inquiétez pas, on va passer, même si on n'est pas plus rassuré que les autres, on est le dernier rempart. Donc c'est plus ça, c'est une épreuve pas facile, où moi-même quand je rentrais le soir, j'avais tendance à tomber des fois de ce que je portais. Après, on pourrait dire, j'aurais dit dans un temps opportunité parce que ça a été l'occasion de nous reconstruire. Mais comme je vais tout déconstruire plus tard, je ne dirai pas là maintenant. Alors, on avance dans le temps un peu rapidement, évidemment. On se retrouve dans une grande entreprise en croissance. Donc là, tu mets en place une ligne managériale, tu l'as dit. Tu recrutes des managers confirmés, notamment de l'extérieur. Une grande entreprise qui structure des rôles, des hiérarchies, des périmètres de responsabilité, des reporting, du contrôle. Alors, tu dis souvent que c'est une erreur. Pourquoi tu dis ça? Alors, je dis aujourd'hui que c'est une erreur parce que oui, on a surréagi à un événement où effectivement on a si je reprends la genèse du problème, c'est que on se faisait tous confiance, on était tous à fond et effectivement quand on a changé la logistique, il y avait un gars qui portait le projet et qui s'est planté, mais qui s'est planté seul. Et que le projet était géant et mettait la boîte en péril. Et la seule erreur finalement, quand on la reprend plus tard qu'on a fait, c'est de se dire qu'on ne pouvait pas sur un projet qui jouait pour toute la boîte, laisser quelqu'un tout seul le faire. On aurait dû être à plusieurs à vérifier que effectivement ça marchait pas. Moi je me rappelle du jour où on a mis le truc en marche et que j'ai visité l'entrepôt, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire c'est trop petit, ça marchera pas. Ce à quoi on m'a dit, t'inquiète pas, l'expert, tout le monde est passé. C'est sûr que ça marchera. Bon, c'était trop petit, ça marchait pas. Et en fait, cette vision que j'ai eue, si on l'avait eue à plusieurs, on se serait peut-être posé les bonnes questions. Donc en fait, voilà, sur un projet trop stratégique, l'erreur, c'était ça. Et c'est pour ça que finalement, quand je reprends le truc en arrière et que je vois, je me dis, mais finalement, j'ai tout transformé, mais c'était une petite grosse erreur au début. Et quel modèle d'entreprise ça donne, une grande entreprise qui se structure, collective aussi? Quel est le constat que tu fais sur ces 10 dernières années? Enfin, ces années-là, en tout cas. Alors ça fait une entreprise tout ce qu'il y a de plus standard. Y a rien on n'a pas réinventé la poudre. Ça fait une entreprise avec une direction générale, des directeurs, un comité de direction qui gère des équipes avec des managers intermédiaires. Mais en fait, ça fait aussi une entreprise que j'aurais tendance à dire de pouvoir, c'est-à-dire où l'information circule moins bien déjà.
parce que chacun veut garder l'information, parce que c'est une notion de pouvoir, l'information, où on n'est plus en contact, on ne sait plus ce qui se passe dans son entreprise quand on est tout en haut, et on ne sait plus parce que comme on essaie de respecter la hiérarchie, on ne va pas forcément toujours chercher l'information, et on n'y va pas parce qu'on ne veut pas l'avoir, mais parce qu'à un moment on veut respecter une certaine hiérarchie. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise quelque part perd un côté social, c'est vraiment très hiérarchisé, et puis de temps en temps on se rend même compte que les choses bougent pas, alors que quand on discute avec d'autres en disant pourquoi ça bouge pas, et on sait pas à quel niveau ça a coincé, ça crée pas mal de trucs qui craquent. Après, si je reprends les 10 années en question, on faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin même 110 après la crise de 2005, on est monté à 300. Je peux pas dire que ça n'a pas marché, je mentirais si je disais que l'entreprise n'a pas fonctionné dans ce mode-là. Par contre, le côté humain, le côté autre, c'était très... Enfin voilà, ça perd en humanité. Et tu le ressens au niveau des collaborateurs, des crispations, des conflits, ou au contraire de la sécurité? Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça se tend. C'est instantané. Il y a plus de... Le dialogue social est compliqué. On va avoir les syndicats qui vont apparaître. On n'en avait pas avant, qui sont toujours tendus. Même quand ça va mieux, même dans les années où ça va mieux, il y a toujours des crispations constantes. Je me rappelle même d'un jour où j'ai écrit un mail sur le seul jour de grève qu'on a eu, mais le lendemain j'ai écrit un mail à la boîte en disant j'ai honte. Alors c'était pas honte par rapport à moi, c'était honte par rapport au fait que j'avais été touché, parce que le sentiment de toujours faire ce que je pouvais et de voir une partie de la boîte se rebeller, ça c'était pas possible pour moi, parce que ce côté humain derrière qui comprenait rien. Bon, j'avais reçu un retour de messages positifs des autres, mais malgré tout, voilà. J'étais dans cette situation où la boîte était coupée en deux entre ceux qui ont le sentiment que l'entreprise veut toujours les exploiter, parce qu'il y a un peu de ça une fois qu'on a une hiérarchie qui s'installe, et moi qui n'étais pas du tout dans ce discours. Alors il y a un point de bascule personnel, qui est la lecture d'un livre, Le patron qui ne voulait plus être chef, d'Alexandre Gérard. Qu'est-ce qui te permet de comprendre ce livre, et comment tu bascules? En fait, ce livre, il parle d'entreprise libérée. Il parle d'Alexandre Gérard qui avait une entreprise pareille, structurée et autre, et qui un jour se dit je vais tout inverser et je vais laisser le pouvoir aux équipes, et en gros c'est celui qui fait qui sait, donc c'est celui qui est tout en bas qui en sait le plus à son niveau, parce que bien sûr il va pas diriger l'entreprise, mais chaque personne à son poste est le plus à même de savoir ce qu'il doit faire, et donc on casse le truc et on passe en mode accompagnant et puis en mode contrôlant. Ce qu'on appelle des leaders ou managers, mais sous une autre position, ne contrôlent plus les équipes, elles les lead. Donc en gros, l'équipe est capable de prendre des décisions sans l'aval du leader, et le leader ne peut pas imposer une décision. Et en fait, je ressors de ce truc en me disant surtout, c'est l'entreprise que je rêve de gérer. Et surtout, c'est l'entreprise que je gérais il y a 10 ans, mais je le savais pas, parce qu'on fonctionnait comme ça sans le savoir. Et quand je revois le modèle, je me dis, mais je suis sûr qu'on pourra le remettre en place. Alors on est 1000, c'est plus pareil. Je l'ai abandonné à 300, et à 1000, je me dis, je peux le remettre. Mais je m'auto-convainc que c'est ce que je dois faire. Alors, je vais me permettre de décrire rapidement quelques ingrédients de ce modèle. Tu compléteras, et vous avez toute l'information nécessaire aussi sur Internet, au travers de quelques marqueurs, pour aller vite. D'abord, l'action simultanée sur plusieurs dimensions de façon rapide, avec un engagement personnel de ta part. Tu fais évoluer le management. Tu parles effectivement d'un changement de posture. Il y a une formation d'1 an sur les managers, avec l'idée que les managers deviennent des leaders, donc des animateurs d'équipe. Tu as modifié l'organisation, réduction des couches de structure, supprimer les contrôles inutiles. Tu supprimes les réunions, pour y revenir, voilà, de façon un peu autoritaire, en fermant les salles de réunion pour empêcher les gens de se réunir en grand groupe, en tout cas, au profit de petites rencontres informelles. Tu supprimes les primes, voilà, c'est abondamment documenté en 2 temps, voilà, intégré au salaire, évidemment. Une logique d'autonomie, de responsabilisation et de droit à l'erreur, à partir du moment où on apprend des erreurs. Et puis une posture personnelle aussi de transparence, d'authenticité. Je ne sais pas, je me suis trompé, la capacité pour un dirigeant parfois de dire ça. Et surtout, tu passes d'une logique de recherche de résultats, avec un slogan qui était « on sera à 1 milliard d'euros peut-être bientôt », à une logique de bien-être des collaborateurs, faire du bien-être de ses collaborateurs la priorité. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? C'est quoi ton moteur? Tu parlais de retrouver l'entreprise d'avant. Et qu'est-ce qui amène à ce que les collaborateurs aient confiance en toi et te suivent? Alors, qu'est-ce qui anime tout ça? Parce que c'est une question qu'on se pose quand on regarde autour. Qu'est-ce qui anime tout ça? C'est une vraie volonté de gérer une entreprise où je gère. C'est une histoire de famille quelque part. C'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise, je considère que tous les salariés qui travaillent avec moi, collaborateurs ou ce qu'on veut, mais parce que
Ce mot salarié, maintenant, il est pas beau. Mais quoi qu'il en soit, que tous les gens qui m'accompagnent soient avec moi. C'est-à-dire que moi, je fais pas l'histoire pour moi, je la fais pour faire grandir une histoire. Et cette histoire, c'est pas moi qui la fais grandir. J'ai souvent tendance à dire, moi, j'ai les idées et c'est les autres qui exécutent. Et des fois, faut suivre mes idées, c'est pas toujours simple. Et puis après, il y a les idées qu'ils ont eux. Ça, c'est le droit à l'erreur qu'il faut aussi arriver à pousser. Mais c'est ce qui me motive vraiment derrière. La deuxième question, c'était... Qu'est-ce qui font que les collaborateurs suivent ? Alors, et la confiance qui est la clé de tout. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à avoir cette confiance ? C'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps et que j'avais arrêté et que j'ai repris maintenant tous les ans depuis 8 ans, c'est que je vois l'intégralité des collaborateurs chaque année par petits groupes de 20. Et pas en mode j'arrive et je vais vous parler pendant 1 heure, mais en mode vous allez me poser toutes les questions que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire. Alors évidemment, il y a des questions qui vont revenir de groupe en groupe. Comment va la boîte? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Quel est votre avis? Ça, c'est des questions qui, en fait, auraient peut-être été le discours que j'aurais pu faire au départ si je l'avais préparé, mais je préfère que ça vienne de leur part. Et puis, il y a des questions d'un groupe à l'autre qui vont être complètement variables, qui vont m'interroger sur le futur, qui vont m'interroger sur des choses qui se passent dans la boîte, sur des choses qu'il faut changer. Ces questions, pour moi, elles m'apportent énormément parce que la moindre question d'un salarié, en vrai, c'est un problème de quelque chose qui n'a pas été répondu, de quelque chose qu'on n'a pas apporté. Donc en vrai, leurs questions, pour moi, c'est des réponses d'endroits où on doit progresser. Et pour eux, quand on le fait tous les ans, c'est important parce que je m'engage et je réponds à tout. Donc j'ai pas le droit de mentir. Parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans plus tard, on va me dire « vous nous avez dit ça et c'est pas vrai ». Donc j'ai le droit de me tromper. Et ça, je vais le dire. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va se passer comme ça. J'ai le droit de dire « je sais pas ». Mais j'ai pas le droit de mentir volontairement en sachant que je serai forcément rattrapé les années d'après. Donc le discours, il est transparent, il est honnête, il est transparent. Et ça crée cette confiance dans le temps puisque au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans maintenant, ils peuvent constater que je n'ai jamais menti, que j'ai toujours pris le risque de répondre parce que c'est très très rare que je dise je peux pas répondre à la question, c'est du cadre de l'exceptionnel, que je suis très transparent, c'est-à-dire que quand ça va mal et qu'on me pose une question en me disant ça va mal, je vais expliquer très concrètement pourquoi, je vais même parfois réexpliquer des comptes. Et à la fin, ça crée cette confiance entre eux et moi. Et ça crée aussi quelque chose qui a aidé, c'est que quand je dis à un moment, je veux plus que les managers soient contrôlants, c'est facile de le dire. Pas pour ça qu'on va changer les managers. Sauf que quand on dit aux équipes, je ne veux plus que les managers soient contrôlants, les équipes, elles vont dire aux managers, Laurent, il n'est pas d'accord avec toi. Et oui, si on va dans le concret et dans le fond de ce qui s'est passé, j'ai des managers qui sont partis parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus dans la boîte. Parce que la position qu'ils occupaient ne leur convenait plus, parce que d'un côté, il y a une pression d'en haut, une pression d'en bas, et pas de réponse qui pouvait les soutenir d'en haut. Donc les managers qui n'ont pas changé de stature sont partis dans une autre boîte standard pour reprendre leur stature. Tu nous as parlé de quelques résistances, évidemment. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle sur comment tu changes personnellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu reprends la main de façon directive après ces 10 années, on va dire, de grandes entreprises, mais une directivité au service de l'autonomie et de la confiance. Comment personnellement tu vis cette bascule, y compris personnelle, hein? Ce qui est très amusant, justement, quand on passe dans ce mode où on se dit on va faire plus confiance aux équipes finalement qu'à la direction, c'est attends, il y a un gars qui est concerné plus que tous les autres, c'est toi. Est-ce que demain, tu pourras diriger la boîte dans une boîte où finalement, tu vas dire aux gens je vous donne le pouvoir de décider. Et en fait, je me posais la question par rapport à des faits très concrets de la boîte, parce que j'ai un côté qu'on peut qualifier visionnaire. Il y a quelques années, j'étais arrivé dans la boîte en disant on va ouvrir des boutiques. Et c'était l'époque où toutes les boutiques se cassaient la gueule et on disait Internet va tout bouffer. Et quand moi, je suis arrivé en disant on va ouvrir des boutiques, on m'a dit Laurent, tu as vu ce qui se passe dehors? C'est plutôt la tendance inverse, le moment. Et si globalement on avait voté dans la salle ce qu'on devait faire, j'étais à 1 contre 10 pour l'ouverture des boutiques. Sauf qu'en fait, ce qu'on comprend très vite, c'est que quand la confiance est là, quand les leaders sont inspirants, on tente quand même. Et on verra s'il s'est planté. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est génial dans ce mode, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on devient leader ou manager d'une équipe qu'on perd totalement le contrôle, en vrai, mais on y a le droit que si l'équipe a confiance. Si l'équipe perd la confiance, on a tout perdu. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. C'est que ça devient de vraies équipes. Et donc, cette position, quand on la prend, finalement, oui, on ne perd pas la confiance. Je vais reprendre un cas très, très récent, la semaine de 4 jours.
Quand je suis arrivé dans la boîte en parlant de la semaine de 4 jours, je l'ai imposé et j'ai voulu l'imposer. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce qu'on signe un accord cadre et un accord d'entreprise pour qu'elle s'impose à tous, parce que je savais qu'il y en a qui en voudraient pas. Et que je ne voulais pas que personne ne teste. Enfin, que ceux qui s'y opposeraient ne testent pas. Bien sûr, dans ma tête, je m'étais dit, dans 3 mois, dans 6 mois, on verra. Et s'il y a des choses à changer, là, on prendra le temps du dialogue et on changera. Mais c'était tellement en rupture et j'étais tellement sûr que certains en refuseraient parce que c'est pas simple à accepter pour certains, que je voulais que ça s'impose à tout le monde au départ. Donc, de temps en temps, c'est pour ça que je dis que je suis pas une entreprise libérée aujourd'hui, parce que de temps en temps, j'utilise le côté, on va dire, imposant. Alors, on va justement rentrer dans le sujet de la semaine des 4 jours, sans le décrire en détail, mais surtout pour voir ce qui reflète. Donc, ça fait déjà plusieurs années que tu réfléchis au sujet avant de le mettre en place, avec une expérience, un article de Microsoft au Japon, tu en parles assez souvent, mais intéressant aussi de voir le stimuli extérieur. Donc, tu l'imposes, pas d'expérimentation, pas de retour en arrière, sauf si, voilà, effectivement, ça ne fonctionne pas. Pour l'anecdote, j'ai dit aux salariés, on reviendra en arrière si vous me suppliez de le faire. J'y croyais pas. Donc le modèle 4 jours par semaine, passage aux 32 heures, parce que pas possible de condenser 35 en 4 jours, pas de baisse de salaire. Une seule contrainte, la transparence pour le client. C'est-à-dire c'est voilà, absolument transparent pour le client, avec un impact provisionné en nombre d'emplois et en milliers d'euros, 1 million d'euros par an. Réorganisation des plannings, donc c'est comme ça que ça se passe. Révision de l'organisation du travail, plus de délégation, une certaine polyvalence effectivement, notamment dans les boutiques. Tu en parles beaucoup. Une mise en place rapide, simple et fluide, voilà, et souple, tu évoques beaucoup ça aussi, et puis des résultats au-delà de ton espérance, tu évoques souvent un chiffre d'affaires en hausse de 6%, résultat net en progression de 20% 6 mois après, des éléments en tout cas objectifs qui montrent que ça fonctionne. Le chiffre d'affaires n'a pas progressé grâce à la semaine de 4 jours, je tiens à le dire, il a progressé grâce au contexte. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 500 millions d'euros à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans, en passant aux 4 jours 32 heures, et sans recruter une seule personne, et en déstressant les gens. C'est ça. Parce qu'au-delà des indicateurs, surcroît de créativité, tu parles d'égalité homme-femme, dialogue social apaisé, impact environnementaux et sociaux avec des gens aussi qui se déplacent moins, donc beaucoup d'impact. Et donc quelle perception en interne? Donc ça a bien fonctionné. Est-ce que les gens adhèrent à une mesure, à un dispositif, ou bien à un modèle d'entreprise singulier qui est derrière? Comment tu ferais la part des choses entre les deux? Je vais dire que ça dépend. Alors, c'est vraiment, ça dépend des choses. Les gens adhèrent clairement à on va dire que l'âme, ou ce que j'appelle l'âme, ou la conscience d'entreprise, fait que les gens adhèrent à un modèle. Ça, c'est la force d'une entreprise. L'engagement dans l'entreprise, c'est le modèle auquel ils adhèrent. Et là, c'est indéniable, plus il y a une reconnaissance de l'entreprise, plus il y a une considération des équipes de l'entreprise, et quelle que soit la mesure, 4 jours ou autre, et tout ce qu'on a pu mettre en place avant, plus on tient compte de l'humain dans l'entreprise, plus clairement l'engagement est fort. Et en plus, si l'entreprise va dans le sens, on peut parler d'RSE, mais de sens de choses qui ont du sens, clairement, on va avoir un engagement qui est très très fort. Après, il y a des mesures qui fonctionnent parce qu'elles font du bien. Et la semaine de 4 jours, moi je pense que j'ai un bonus parce que j'ai un engagement très fort et des gens qui se sont tenus à cœur d'essayer de rendre ce qui a été donné. Mais cela dit, ça fonctionne parce que ça change la vie des gens aussi. La semaine de 4 jours, c'est un autre rythme de travail. C'est un rythme qui permet d'être, quand on est au travail, bien plus efficace parce qu'on a beaucoup moins de choses dans la tête, et qui fait qu'on devient efficace parce que ce rythme permet. Le retrait des primes, pour être très transparent, quand je l'ai enlevé suite à la lecture du livre de Daniel Pink, que ce qui nous motive vraiment, en me rendant compte que finalement, si on regarde la genèse de la prime, c'est de la drogue. Et donc, il y a un effet addictif et un effet contrebalancé derrière. Et c'est à la fin de ce livre que j'ai voulu retirer les primes en me disant, mais en fait, je suis en train de faire une grosse connerie comme tout le monde, donc je vais arrêter. Avec cette le livre m'avait convaincu. Et c'est technique, ça aussi. C'est pas pour du bien-être. Et typiquement, d'ailleurs, quand j'ai enlevé les primes des commerciaux, ça, pour le coup, ça a été très, très, très mal vécu. Et c'était encore un petit peu imposé. Mais 3 ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils sont contents d'avoir ça. Donc, il y a des choses où il faut passer le cap, et c'est technique, et c'est pas forcément du bien-être, parce que typiquement, le jour du retrait des primes des commerciaux, c'était pas du bien-être.
Et tu dis que la semaine des 4 jours peut aussi du coup s'appliquer, y compris si on n'a pas mis en place un modèle d'entreprise comme tu le décris. Je pense que le modèle crée un bonus, c'est-à-dire que être dans les premiers, être dans un modèle crée un bonus parce que ça crée une fierté. Créer une fierté, ne serait-ce, ça c'est un écho que j'ai énormément, c'est que les gens quand ils sont chez eux sont le centre de la table, en famille, avec leurs amis, avec tout, parce qu'ils sont dans la semaine de 4 jours et que tout le monde en rêve. Et du coup, clairement, ça crée une fierté d'être celui qui est dedans et donc ça nous crée certainement un bonus d'efficacité. Mais quand je vois à quel point les gens ont changé dans leur vie, à quel point ils se sentent bien, il y a un autre truc, il n'y a pas que ça. Et pourquoi est-ce que tu communiques tant sur cette mesure? Est-ce que tu te sens porteur d'une mission sociétale aussi? Tu dis beaucoup changer, non pas ma société, mais la société. Changer non pas la vie au travail, mais la vie des gens tout court. Est-ce que tu te sens porteur de d'une mission plus globale que autour Alors en fait, LDLC? Si ça s'était passé exactement comme j'avais prévu au départ, c'est-à-dire, moi j'avais calculé que ça me coûterait 5% de la masse salariale, cette mesure. Et donc si ça s'était passé comme ça, j'aurais pas communiqué tant que ça. J'aurais pu expliquer les gens se portent mieux, mais si ça avait coûté 5%, je sais que face à d'autres personnes, chefs d'entreprise en particulier, très financiers pour beaucoup, leur expliquer qu'il faut investir 5% de leur masse salariale pour arriver à avoir des gens plus heureux, je suis pas sûr que j'aurais convaincu grand monde. Parce que le calcul, enfin bon, il y a beaucoup qui calculent pas comme moi. Effectivement, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que finalement, ça coûtait 0, j'ai recruté personne, ils travaillaient mieux, ils étaient heureux, il n'y avait plus de stress dans la boîte, plus de burn-out, plus rien. Et quand on voit ça fonctionner, et c'est d'ailleurs, je vais reprendre, c'est les fameuses réunions que je fais l'année dernière, en octobre, quand j'ai vu les équipes, ils m'ont posé une question naturelle que tout le monde pose, enfin tout le monde, qui est le schéma classique, qui est « et l'année prochaine, on fait quoi ?» Et je leur ai très clairement répondu, pour le coup, rien. Et pourquoi on fera rien, et rien ni l'année prochaine, ni les années d'après? Parce qu'en fait, quand je vous vois heureux comme ça, quand je vois le bonheur qu'il y a chez nous, ce serait injuste que les autres ne comprennent pas que ça marche. Et donc, on n'a pas le droit d'avancer. On a un tour d'avance sur tout le monde, on n'a pas le droit d'en prendre 2. Parce que si on en prend 2, c'est mort, les autres ont perdu la course, ils ne nous rattraperont pas. Et là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'ils nous rattrapent. Et c'est pour ça que je sors aussi, parce qu'en fait, quand on voit, faut vraiment le vivre et le voir, quand on voit le bonheur dans les équipes, quand on voit qu'il n'y a pas de faille dans le système, on se dit que j'ai changé la vie de ces gens-là, et que si on le reportait à la société, et cette fois avec un grand S, et pas simplement des sociétés, qu'il y a 20, 30, 40% des Français qui étaient dans ce mode-là, c'est la société qu'on changerait. Et que le discours que finalement j'ai eu il y a quelques années devant la boîte, qui était de leur dire on va s'occuper du bien-être avant tout, et ça se portera bien demain, on pourrait l'appliquer de façon nationale, en disant on va s'occuper du bien-être avant de s'occuper du reste, et peut-être qu'on changerait le pays. Alors tu as aussi d'autres engagements dans l'école, avec l'école LDLC, dans le sport, dans Time for the Planet, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie de ton métier de dirigeant, une responsabilité sur tout un ensemble de sujets de ce type-là? Est-ce que tu le considères comme étant une intégrante de ton responsabilité? Ça fait partie pour moi du sens, une fois qu'on commence à avoir une boîte qui performe, qui est au-delà qui gagne de l'argent, et je vais pas dire trop mais c'est un moment, c'est soit de rendre, soit d'investir, soit d'aller plus loin, soit même de transmettre ce qu'on a appris. L'idée de l'école, c'est pas une école interne, c'est pas une école on a recruté aucun élève qui est sorti de l'école. Ils sont tous aujourd'hui soit à la tête d'une boîte, soit chef de projet dans d'autres boîtes. L'idée, c'était plutôt justement de alors, on pourrait dire qu'il y a de l'ego dans la phrase que j'ai dit, mais le jour où on a créé cette école, le gars qui s'en est occupé, Christophe Penanto, m'a dit « Tu veux quoi comme étudiant dans cette école ?» Et moi, j'avais Star Wars dans la tête et je lui ai dit « Je veux que tu me clones. » Je veux des clones de moi-même. Alors, ça pourrait faire très d'ego, mais non, en fait, c'était plus sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire de dire justement « Je veux qu'ils aient du lâcher-prise, je veux par contre qu'ils connaissent le métier de chacun. » Et je veux qu'ils comprennent qu'on gère pas une entreprise en disant je suis le meilleur, mais en s'appuyant sur les compétences des autres, en étant juste capable de parler à tout le monde. C'est-à-dire que quand je vais voir un comptable, je sais lire un bilan comptable. Quand je vais voir le marketing, je sais ce que c'est que le marketing. Quand je vais voir la DSI, je connais un petit peu de trucs dedans. C'est mon domaine de compétences là pour le coup. Et quand je vais voir des commerciaux, je sais comment ça marche. Par contre, je suis incapable de diriger chacun de ces services parce que je n'en ai pas les compétences globales. Donc je m'appuie sur les compétences des autres. Je sais comment ils fonctionnent et j'ai un dialogue avec eux. Et c'est pour moi ça qui est important. C'est d'être capable de parler à tout le monde, d'avoir la vue à 360 degrés de son entreprise, parce que ça aussi, de la comprendre et de pas avoir des trous noirs. Et si on a ça, ça fonctionne. Et c'est ce que je voulais faire avec l'école.
Et puis après, des projets comme le sport, comme Time for the Planet. Alors, le sport, c'est plus le sport, la culture aussi. On est dans pas mal d'associations culturelles de Lyon. Ça, c'est plus ce côté, on a atteint une taille, on a grandi au départ grâce à notre ville, et à un moment, on doit rendre. On doit participer à la vie de la ville, même si, pour le coup, c'est des choses qui certainement nous rapportent pas autant que ce qu'on donne derrière, mais c'est pas grave. Ça fait partie à un moment c'est l'entreprise qui fait vivre le microcosme où elle se trouve. Et Time for the Planet, ça c'est différent. Time for the Planet, j'ai pu l'exprimer il y a 3 jours. Justement, ils sont en train d'essayer de lever des fonds avec les entrepreneurs lyonnais. On a donné beaucoup. Mais surtout, ce que j'expliquais aux dirigeants que j'avais en face de moi, c'était aujourd'hui, quand vous investissez dans votre boîte, vous investissez à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est super parce que vous voyez les projets. Et moi, j'investis à 200 ans ou à 100 ans, j'en sais rien. Parce que finalement, si tout ce que j'investis aujourd'hui, c'est pour que dans 100, 200, 300 ans, il n'y ait plus personne, ça sert à rien. Et si je mets pas une bille sur ce qui se passe dans le futur, et aujourd'hui, c'est une question qu'on peut sincèrement se poser, j'ai investi pour rien, donc une partie de ce que je gagne doit aussi être là pour s'assurer qu'il y a un futur. Et ça, pareil, c'est un mindset qu'il faut que j'arrive à faire changer dans la tête de ces dirigeants. Mais c'est ma façon de penser. Et c'est de penser proche, le bien-être aujourd'hui, le bien-être demain, la société, et puis le futur, parce que c'est aussi important. Alors, j'ai quelques questions un petit peu génériques pour terminer cette première séquence. La première, on va revenir sur la méthode. Si on reprend l'ensemble de ce qui s'est passé chez LDLC, quel est ton regard sur la question de la méthode de changement entre le subi, entre le prescrit, entre le mode personnel rapide, imposé, global et l'autonomie? Comment tu relis l'ensemble de tout le parcours de LCLC en termes de méthode? Alors, le subi, il apprend. Le subi, il apprend parce qu'en fait, finalement, il y a aussi des choses qui m'ont fait grandir dans tout ce que j'ai vécu. Peut-être que si j'étais pas passé par le mode contrôlant à un moment, j'aurais pas eu certains schémas dans ma tête à déconstruire parce que je saurais pas ce que c'est. Donc, et l'expérience de l'échec, je sors d'un rendez-vous avec une fille qui avait m'expliqué ses difficultés avec l'échec. Et je lui disais, l'échec, c'est super important. C'est ce qui t'a fait progresser toute ta vie. C'est par l'échec que tu as appris à marcher. C'est par l'échec que tu as grandi. L'échec, ça fait partie de la vie, ça fait grandir. Et à la limite, quelqu'un qui viendrait en disant « j'ai jamais échoué », je lui dirais « t'as raté ta vie ». Parce que ça veut dire que tu t'es pas mis en risque et que tu n'es pas allé là où tu aurais pu aller. Et donc, c'est pas parce qu'à un moment j'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs. Au contraire, c'est génial. C'est peut-être ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui, parce qu'il y a ça. Et après, il y a aussi le côté, finalement, je me rends compte qu'à des moments, oui, je reste contrôlant, visionnaire, pas imposant, parce que je sais écouter, échanger et dire si tout le monde me dit non, j'arrête. Mais avec une intuition qui va me faire fonctionner et avancer. Et une intuition, et ça c'est quelque chose qui compte pour moi, et ça c'est vraiment important pour moi, c'est de ne jamais être dans le cadre et de ne pas me mettre dans un cadre. Je vais prendre un cas très concret avec tout ce qu'on met en place. On pourrait se dire demain on va transformer LDLC en entreprise à mission. Non, ça n'arrivera pas. Ni mission, ni Bicorp, ni rien de tout ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas dans la tête de respecter tout ce qu'ils font, voire d'en faire plus, ou peut-être un petit peu moins sur certains trucs. Ça veut juste dire, je ne sais pas, moi, personnellement, vivre dans un cadre. Et je n'ai pas envie de vivre dans un cadre parce que c'est aussi ce qui me permet d'aller parfois au-delà, parfois de ne pas respecter parce que je suis pas d'accord. Mais c'est aussi l'histoire de la boîte. Et comment on fait avec un modèle de management un peu singulier, justement, qui rentre pas dans les cadres, pour intégrer des nouveaux collaborateurs, pour acquérir de nouvelles sociétés, pour les intégrer aussi? Comment tu fais? Alors l'intégration des sociétés, c'est quelque chose que j'ai appris, justement, c'est pareil, parce qu'en fait, et c'est vrai, je l'ai vécu, une société ressemble à son dirigeant. Parce que c'est vrai, on recrute les personnes qui nous ressemblent ou avec lesquelles on va se sentir bien. Donc clairement, une société ressemble à son dirigeant. Et quand on rachète une société, le dirigeant ne nous ressemble pas forcément. Et donc la culture d'entreprise n'est pas forcément la même. Et c'est pas toujours simple parce qu'on arrive disruptif ou non contrôlant dans une boîte contrôlante ou en prise de risque ou en lâcher prise dans une boîte qui ne sait pas lâcher prise. Et ça se réapprend. Une chose que j'ai appris pour le coup, c'est que quand on est vraiment différent entre dirigeants, les deux dirigeants ne peuvent pas rester ensemble, ça n'est pas possible. Sinon la culture ne peut pas se transmettre parce que comme l'entreprise ressemble à son dirigeant, si on coupe pas la tête, ils vont toujours suivre le même. Par contre,
Après, oui, ça évolue et ça apprend. Et si on est en cohérence, les gens vont rentrer dans le modèle. Voire même, je me rappelle d'une des boîtes où on était vraiment les deux frères ennemis, Matériel.net et LDLC, quand on s'est rapprochés, je suis allé les voir en leur disant « Je sais que vous avez tous le sentiment d'avoir perdu la guerre ». Et ils m'ont regardé en disant « Oui ». Et ça a été très compliqué, l'intégration. Et d'un reportage plus tard sur les 4 jours où je vois les entrepôts qui sont filmés et ils portent des t-shirts LDLC et je me dis « Waouh !» Ils n'ont pas abandonné, ils en sont fiers. Parce qu'à aucun moment on leur a demandé de le faire, à aucun moment ça a été de dire on va porter cette tenue, non, jamais rien de tout ça. Et on se dit bon, on construit le bon schéma. Mais ça doit se faire naturellement. Ça doit pas se faire par autre, ça doit se faire parce qu'à un moment l'entreprise avance dans ce sens-là. Je parlais tout à l'heure des notions d'âme et de mince, comment on appelle ça dans les boîtes j'ai plus le mot, de raison d'être. Je dis qu'on n'a pas de raison d'être chez nous, on a une âme, mais une âme qui transpire des raisons d'être. Et les gens, ils les trouvent, les raisons. Et si on devait écrire notre raison d'être, elle ferait peut-être 10 lignes, ce qui n'est pas le cas d'une raison d'être, mais en tout cas, chacun se rattache à ce qu'il y a et on a plein de raisons d'avoir quelque chose qui nous raccroche dans la boîte et c'est ça qui aujourd'hui fait grandir la boîte. Donc on peut être sans raison d'être, c'est une belle... Ça, mais c'est une certitude. Si on est sain, il n'y a pas besoin de raison d'être. Une dernière question personnelle, comment tu t'inspires? On a vu du coup un certain nombre de lectures, de livres, tes points de bascule, et aujourd'hui, avec ton expérience, comment tu t'inspires, comment tu continues à te nourrir? Plein de choses. Et ce que j'explique d'ailleurs à mes collaborateurs, parce que qui viennent parfois me donner une idée et je dis ça, j'y crois pas. Mais continue à me la donner parce que 2 mauvaises idées, ça fait une bonne idée des fois. Alors c'est pas que c'est 2 mauvaises idées, c'est qu'il y a des temps. Des fois une idée, on va me la donner à un moment, elle est pas bonne, et puis je vais revenir 1 an plus tard vers le collaborateur en disant ça y est, ce que tu m'as dit il y a 1 an, c'est génial, faut qu'on le fasse. Et puis des fois, il y a un truc qu'on déclenche pas, et même des fois, il faut parfois la nuit pour revoir le truc, ou voir quelqu'un d'autre va arriver avec autre chose, et on se dit, par rapport à ce qu'il m'a dit l'autre jour, c'est génial, les 2 vont ensemble. Donc, je m'inspire beaucoup. Je lis énormément. Je passe beaucoup de temps à lire sur tout, n'importe quoi. Je peux vous parler de la vie des abeilles, des fourmis, je peux vous parler des cellules qu'on a dans le corps, je peux vous parler du cerveau, je peux vous parler de la physique quantique, je peux vous parler d'économie, de théorie économique. Je m'instruis sur plein de choses. Je sais rien. Des fois, on a l'impression, parce que je vais aborder plein de sujets, que je sais tout, mais non, je ne sais rien. Parce que c'est quelque chose dont on se rend compte quand on lit, c'est qu'on sait strictement rien. Et puis, j'écoute. J'écoute énormément tout ce qui se passe autour de moi. Et typiquement, si je reprends le cas des 4 jours, j'ai lu un article qui parlait des 4 jours et qui expliquait qu'ils ont testé 1 mois, qu'ils ont vu de la productivité, des économies d'énergie, mais qu'ils ont arrêté. Et que c'était au Japon. Donc on se dit, les Japonais, c'est pas du tout nous. Ils ont arrêté. N'importe qui aurait dit, ok, inintéressant comme sujet, j'arrête. Moi, j'ai simplement sorti le truc en disant 4 jours, j'y ai jamais pensé. Après qu'ils aient arrêté, je m'en fous. Si on le faisait chez nous, ça marcherait comment? Et c'est de là que c'est parti. Et j'ai simulé le truc, ça m'a pris 48 heures, je me suis renseigné sur Internet, j'ai pris du temps. Alors là, 48 heures, pour le coup, c'était court parce qu'il n'y avait pas beaucoup de docs en face. Quand j'ai pensé entreprise libérée, ce que je ne dis pas après le livre d'Alexandre Gérard, c'est que j'ai passé 1 mois à lire tout ce qui existait sur le sujet pour approfondir au maximum, voir tous les modèles qui existaient, voir qu'il n'y avait pas de modèle, justement, pour le coup, voir que les 3 mots-clés, c'était confiance, autonomie, responsabilité. Et puis partant de ça, voilà, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux mettre dans ma tête va faire qu'à des moments, il y a des trucs qui émergent. C'est tout. Et je teste et je me trompe ou je réussis. Parce que je me suis trompé. Un exemple que certains ont pu lire sur LinkedIn, un jour, j'ai décidé de me payer 1 euro par mois. Au bout de 18 mois et de 18 euros gagnés, et d'être obligé de faire un crédit CTLM pour payer mes prêts, j'ai dit, c'est une grosse connerie ce que tu as fait. Et je suis revenu en arrière. Donc ça, c'était à titre perso, ça m'impliquait pas, ça impliquait que moi, mais j'ai aussi fait des conneries dans la boîte qui ont coûté très cher à la boîte des fois. Donc ça fait partie de l'avancée. Merci d'avoir partagé ces éléments personnels. Merci d'être entré dans le cadre, un peu contraint de cette demi-heure. Et puis Fanny, on va aller sur l'étape 2. On va partir sur l'étape 2 et on va inviter donc nos regards croisés, donc Julie et Pascal à venir. L'idée, c'est qu'on puisse avoir
des regards différents sur ce témoignage. Un regard qu'on a appelé générationnel et un regard latéral. Et on va commencer donc avec Julie, qui est Impact Maker chez Goodness & Co. Et donc qui va pouvoir partager ses réactions, ses questionnements par rapport à ce qu'elle a entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julie et Pascal, évidemment, au-delà de ce qu'ils ont entendu là, dans le public, ont travaillé un petit peu avant quand même, ont entendu, lu des choses. Et donc ces réactions-là, elles sont aussi le fruit de tout ce travail de préparation préalable. Donc Julie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, je suis là pour le regard générationnel. La petite anecdote, c'est que je suis née en janvier 1996, donc j'ai le même âge qu'Aldelse. Et effectivement, donc on nous a demandé aujourd'hui de préparer qu'est-ce qui m'a marqué sur votre discours aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a marqué sur les podcasts qu'on a entendus. Peut-être la première chose qui m'a marqué, c'est vous, puisque vous décrivez comme quelqu'un de plutôt timide, plutôt réservé, et en fait aujourd'hui vous êtes là sur les plateaux, on vous voit sur M6, on vous voit à la télé, sur les émissions, sur les réseaux, porter votre message. Puisque comme vous le dites, vous avez vu ce bonheur chez les collaborateurs et vous voulez porter ce message des 4 jours, le fait que c'est une bonne chose pour les collaborations, et moi ça c'est quelque chose qui me marque. Ensuite, la deuxième chose, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est la confiance aux collaborateurs. Vous l'expliquez, vous êtes retourné vers une entreprise qui est presque libérée, on va dire. Cette confiance, pour moi, c'est quelque chose qui est pas facile. En fait, ça a l'air super facile quand vous l'exprimez, mais en fait, vous le dites, c'est cette confiance-là, elle se gagne comment? C'est parce que on a des leaders qui sont plus des managers. Et en fait, ces leaders-là, parce qu'ils viennent communiquer avec leurs équipes, comme vous le faites une fois par an avec tous les collaborateurs, parce qu'ils sont honnêtes, qui les essayent de dire je ne sais pas, je ne mens pas à mes équipes. Ils essayent de gagner cette confiance-là, mais la confiance aussi, j'ai cru percevoir que des fois ça se perd. Vous avez des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise, puisque vous parlez notamment dans un podcast de votre directeur commercial qui se sentait plus du coup les collaborateurs avaient plus confiance, et du coup cette position de leader ne fonctionnait plus, et donc on quitte l'entreprise. Donc voilà, pour moi c'est un sujet en tout cas qui vous pourrez peut-être me répondre par rapport à ça, mais qui est hyper important, qui me paraît super important à creuser, mais pas si facile. Et après un autre sujet qui est plutôt qui est lié aussi à cette confiance, c'est la faiblesse. Vous en avez parlé tout à l'heure quand il y a eu cette crise en 2015. Vous exprimez le fait que c'était difficile puisqu'il y avait cette non-possibilité de dire ça ne va pas, je peux pas dire ça aux collaborateurs, il faut qu'il y a cet effet miroir où je peux pas dire vraiment ce que je ressens, mais en même temps aujourd'hui vous dites je suis transparent, je dis je ne sais pas, donc je sais pas comment vous positionnez par rapport à ça. Je sais si vous voulez me répondre peut-être directement. Alors pour revenir sur le premier point, déjà sur le fait que je sorte partout, ça m'a fait comprendre un truc qu'on comprend pas, parce que ça j'ai pas changé. Par contre j'ai compris pourquoi quand un artiste monte sur scène il se déchaîne, et dès qu'il sort de la scène il parle à plus personne, et qu'il est timide. Et on se dit mais comment il fait sur scène pour faire ça? En fait, quand on est sur scène dans son domaine et qu'on le maîtrise et qu'on est convaincu et passionné, on n'est plus le même. Parce que on maîtrise complètement son sujet, et finalement c'est pas si compliqué de vous parler là. Par contre, si je sors et que vous venez pas me voir, je viendrai pas vous voir. Parce que j'ose pas. Donc ça a pas changé mon caractère, mais c'est deux choses complètement différentes. Ensuite, sur la confiance et la confiance aux collaborateurs, le truc que j'ai compris, et le plus gros défaut dans énormément de boîtes, c'est qu'on gère la confiance sur la base des gens auxquels on n'a pas confiance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on fait tout en fonction des 2-3% de collaborateurs qui font des conneries, et parce qu'ils font des conneries, on pense que tout le monde va les faire. Et beaucoup de boîtes fonctionnent comme ça. Typiquement, j'ai encore le cas, ça arrive encore dans la boîte, des fois je dois freiner le truc. J'ai eu, il y a pas longtemps, on est venu me voir en me disant, regarde Laurent, il y a telle personne, il a fait une note de frais, c'est 4 fois la limite. On va renvoyer un mail dans la boîte pour rappeler quelle est la limite des notes de frais. Je fais, pourquoi?
Ils savent, ça arrive pas tous les jours et c'est 1 sur 1000 qui fait ça et c'est pas la peine de rappeler à tout le monde, oui, mais de temps en temps, il dépasse de quelques euros. Alors, quelques euros, s'il vous plaît, c'est pas grave. Mais non, on va pas le faire. Et je lui dis, et c'est qui? C'est lui, ok, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, il l'a fait combien de fois? Jamais. Mais pourquoi vous allez l'emmerder? Il y a sûrement une bonne raison. Et donc, on va pas intervenir sur ce cas-là. S'il recommence dans 2 semaines, s'il recommence dans 3 semaines, oui, ça veut dire qu'il a un problème, on ira voir ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé de réagir instantanément. Si je prends le sujet de la semaine de 4 jours, une question qu'on m'a souvent posée, c'est « mais vous croyez pas qu'ils vont plus rien foutre en 4 jours, qu'ils vont en profiter ?» Je dis « mais en fait, ceux qui vont en profiter, vous les connaissez déjà, ils foutent déjà rien en 5. » Vous inquiétez pas pour les autres, ils sont déjà investis dans votre boîte, ça va pas changer, c'est pas parce que vous passez à 4 jours qu'ils vont plus rien faire. Et dans cette notion de confiance, c'est super important, c'est qu'en gros, on se rend compte que les dirigeants dans l'entreprise n'ont pas confiance aux collaborateurs à cause toujours de ces 2-3% qui sont sur le côté, mais en réalité, c'est pas eux dont qu'il faut regarder, c'est tous les autres, et tous les autres, ils sont derrière. Et si on se base là-dessus, la confiance, c'est très facile à acquérir en oubliant ces 3 quelques %. En plus, et ça, je peux vous le dire, quand on rentre dans une entreprise où le schéma est de plus en plus accueillant, de plus en plus reconnaissant vis-à-vis des salariés, là, c'est même les salariés qui vont pousser les autres dehors, parce qu'en fait, ils trouvent injuste qu'ils soient dans la boîte. Et alors que dans une boîte où tout le monde se sent pas bien, on regarde l'autre sur le côté en disant il en fout pas une, mais tant pis pour la boîte. Dans une boîte où tout se passe bien, on dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Et non, il est hors de question qui reste. Et donc, c'est les gens même qui vont pousser. Donc, ça s'installe de plus en plus. La dernière question, c'était la confiance par rapport au fait que de temps en temps, on peut pas le dire. Oui, c'est comme je le dis, ça marche sur la confiance, mais de temps en temps, j'impose. Ça marche sur la confiance, mais de temps en temps, on peut pas le dire. Parce que typiquement, quand un bâtiment s'écroule, si le dernier poteau qui porte s'écroule, tout s'écroule. Et il y a des moments où on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense parce qu'on est le dernier poteau qui porte, le dernier qui fait qu'on y croit encore autour. Et à ce moment-là, on doit prendre sur soi et dans ce cas-là précis, on pourra le raconter plus tard. D'ailleurs, on vient de déménager notre entrepôt, il y a eu quelques soucis. Je suis arrivé tous les jours en disant ça va bien. On m'a dit mais pour de vrai? J'ai dit oui, ça va vraiment bien, vous inquiétez pas, c'est un peu compliqué en ce moment, mais non, on n'est pas du tout dans la situation de l'époque, et c'est vrai, mais j'ai eu besoin de le justifier parce qu'on m'a dit, t'es sûr que t'es pas en train de nous faire ton... Donc oui, après il faut aussi ça. Super, merci beaucoup. Et peut-être une petite question, cette fois-ci, c'est une zone d'ombre, on va dire, pour moi, pour reprendre le titre d'aujourd'hui. Vous êtes engagé sur beaucoup de super projets, on en a pas mal parlé, donc la démarche d'entreprise libérée, le mécénat, le bien-être des collaborateurs, la création de la fondation LDLC, votre école aussi du numérique, le soutien à Time for the Planet, qui est d'actualité. Moi, j'ai un petit sujet d'ombre, on va dire, sur la partie écologique. Parce que effectivement, vous supportez Time for the Planet, vous le dites d'ailleurs, je vous reprends dans un podcast, ça me traumatise puisque bon nombre de mes produits que je vends viennent d'Asie, prennent l'avion, et on se l'est dit en interne, on ne peut pas aller sur le sujet écologique. Et donc on fait au mieux pour essayer de rattraper ça sur des projets à côté. Moi, la question que j'ai, c'est pourquoi ne pas s'engager avec LDLC sur ces sujets-là. On le voit aujourd'hui, il y a des choses qui se développent dans les entreprises sur l'écologie. Il y a cette volonté de la seconde main, de la réparation. Il y a des sujets qui émergent. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ce pas-là de dire on va transformer un petit peu le business pour avoir un meilleur engagement en interne? Quand je dis ça, c'est pas vrai. On le fait quand même. On vient de construire un entrepôt qui est RT 2012 et je crois que c'est le premier de France à l'être. On refait les colis à la main pour faire des colis plus dimensionnés, pour qu'il y ait moins d'impact carbone pendant le transport. On réfléchit quand même tous les jours. Les robots qu'on a mis en place consomment beaucoup moins que la chaîne qu'on avait avant. Notre toit est entièrement solaire sur l'entrepôt. Donc on avance toujours dans ce sujet-là, mais ce que je voulais dire à l'époque, c'est plus le côté frustrant, c'est que le produit que je vends, finalement, lui, je pourrais rien corriger. Mais oui, le reconditionner, on travaille dessus. On travaille sur mettre sur le site le fait que les
nos clients puissent vendre entre eux pour éviter justement de rentrer. Et même moi, j'ai été vers mes commerciaux il y a 3 mois en leur disant, quand un client vous appelle, il veut changer son parc, demandez-lui s'il n'y a pas une partie du parc qu'on peut juste upgrader. Ils m'ont regardé en disant, mais Laurent, t'es complètement fou, tu plantes un couteau dans le dos. J'ai dit, je vous demande pas d'insister, mais de voir si vous pouvez pas progresser avec le client, et s'il veut pas, bien sûr, on va lui vendre autre. Et dans certaines conférences où j'interviens, où on m'a interpellé là-dessus, je rappelle aussi que le plus fort pouvoir, il est côté consommateur, c'est-à-dire que ne changez pas d'iPhone tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Il marche toujours aussi bien, l'appareil photo est un peu moins bien, mais le pouvoir de consommer moins vite et moins fort, il est de ce côté-là. Il y a aussi des politiques qui sont venus me voir sur le côté financier. Je leur dis, aujourd'hui, un ordinateur s'amortit sur 3 ans, donc beaucoup de boîtes considèrent qu'au bout de 3 ans, elles ont amorti le produit et qu'elles peuvent le changer. Passer l'amortissement à 6 ans, vous allez voir, ils vont changer au bout de 6 ans parce qu'il y a un DAF qui va dire, j'abandonne une partie de mon truc, il est hors de question. Et ça va être aussi simple que ça à faire. Donc il y a des choses, même des mesures super simples qu'on pourrait faire à l'extérieur. Nous, on change pas. On a racheté des boîtes qui le faisaient, même pire, qui au bout de 2 ans revendaient l'ordinateur aux collaborateurs pour pouvoir changer tous les 2 ans et avoir un truc tous les 2 ans. Et on disait, mais c'est absurde en fait, c'est anti-écologique. Donc si, on a la vraie démarche. Après, oui, la frustration, c'est d'être sur ce domaine où je me dis, à un moment, de toute façon, c'est pas moi qui vends, c'est les autres. Par contre, le consommateur, lui, il a la puissance de tout changer. Et justement, vous parlez de ce consommateur qui a ce pouvoir d'action. Est-ce que vous pensez pas que vous pourriez aider le consommateur dans cette démarche? Par exemple, je vous donne l'exemple de la Camif qui boycotte le Black Friday pour justement porter ce sujet de consommation responsable. Est-ce que c'est des choses que vous seriez peut-être prêt à faire chez LDLC pour porter ces messages de consommation responsable? Alors, je déteste le Black Friday. Mais aujourd'hui, je me planterais un gros couteau dans le dos en le boycottant. Cela dit, il faut savoir que le Black Friday n'a pas que des effets négatifs comme on les voit. Moi, je le déteste parce qu'entre autres, il détruit mes marges. Cela dit, il a un avantage, c'est qu'il cadence les ventes. On n'est plus dans des rushs. On est dans le rush du Black Friday, mais quand vous commandez le Black Friday, vous savez que même Amazon aujourd'hui ne sait plus vous livrer en 24 heures. Parce qu'en fait, il y a tellement de commandes ce jour-là que ça va être étalé dans le temps et ça évite de se retrouver dans le rush de Noël où on fait n'importe quoi pour que ça passe à tout prix et que vous soyez livré à Noël. Aujourd'hui, finalement, vous commandez plus la veille de Noël ou très peu et ça a permis de tout réétaler. Donc, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des effets positifs au Black Friday, hormis le truc. Le vrai problème et qu'exergue le Black Friday, pour moi, c'est un sujet de consommation. Dans le sens où et de consommation dans tous les sens. Prenez des enfants aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune que j'allais chercher un cadeau à Noël au supermarché. Il y avait 10 jeux de société qui se couraient après. Aujourd'hui, il y en a 250 et qui sont consommés par les enfants en mode applicatif. C'est-à-dire, je prends une application, j'y joue 2 heures, c'est fini. C'est pour ça qu'il en faut 250 parce qu'en fait je joue 2 heures, j'ouvre la boîte, je fais 3 parties et le jeu est terminé, il est consommé. Alors quand c'est une application à la limite c'est pas grave, il n'y a pas de temps de bilan, mais quand c'est un jeu qui finit dans un placard et qu'il y en a des tonnes multipliées par le nombre de personnes et qu'on reprend des pubs qui ont été obligés de faire au champ par exemple à un moment qui était de dire on a le choix, on a 50 pommes différentes, alors la pomme c'est pas grave on va la manger mais on a 50 produits différents pour vous faire plaisir. On est devenu dans ce monde un petit peu fou où on a besoin d'avoir des trucs complètement différents tout le temps, d'être complètement différents des autres et donc de surconsommer. Et je le répète, oui, d'un côté, l'entreprise pourrait dire je vais moins donner d'offres, mais soyons réels, ça n'arrivera pas. Par contre, le consommateur pourrait sincèrement se dire je n'ai pas besoin de remplir un placard, je n'ai pas besoin d'avoir un dressing avec une robe par jour. Les gars, on a un t-shirt, mais pas par jour, alors. Alors moi, t-shirt, d'autres chemises, mais on est vraiment rentré dans ce monde complètement fou où on a le sentiment qu'on a toujours besoin de plus consommer et c'est ça. Et le Black Friday, ça n'est pas le mal, c'est l'exergue qui met en avant ce qu'on est devenu. Merci Julie. On va passer maintenant la parole à Pascal Creuset qui est consultant stratégie, transformation, intelligence collective et qui est donc notre regard latéral.
j'aurais bien des centaines de questions à vous poser, mais je me tiendrai à l'exercice qui consiste à juste poser 3 points, parce qu'en plus, il reste, je crois, le temps juste de le faire. Mais voilà, j'espère qu'on aura le temps à la fin, juste pour vous régissiez, quitte à me dire que je suis complètement à côté de la plaque. En fait, j'ai 3 points. Le premier, c'est de dire que je pense que vous avez une pensée de l'entreprise, que c'est pas banal et que ça fait du bien. Le second point, c'est que cette pensée, elle est politique, elle est transgressive, au sens où elle met des très belles questions sur la table, et ça aussi, ça fait du bien. Et le troisième point, c'est de dire, je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est pas aussi facile que vous le dites. Voilà. Alors, le premier point, une pensée de l'entreprise, voilà, les dirigeants, on sait, c'est des gens qui pensent la stratégie. Vous le faites d'ailleurs dans les podcasts, c'est très intéressant quand vous racontez aussi le développement de l'entreprise, en commençant par dire d'ailleurs, non, c'est facile, c'est super facile, si je me souviens bien. Mais en fait, vous nous parlez de quoi là, et dans les podcasts et ailleurs, vous nous parlez de qui on est, quelle est cette entreprise, comment elle fonctionne, comment on y vit, ça veut dire quoi y vivre, c'est quoi la question du pouvoir, c'est quoi la question de la relation, c'est quoi la question de... et c'est ça que j'appelle une pensée donc de l'entreprise, et c'est quelque chose qui est rare. On n'a pas tant l'habitude que ça d'avoir, vous voyez, des dirigeants qui viennent s'exprimer, et non pas sur comment il faudrait faire dans le monde, mais sur mon entreprise. Voilà la pensée que j'ai développée. C'était plus présent, je trouve, il y a quelques années, voire dizaines d'années. Moi, je sors souvent les exemples, le discours d'Antoine Riboud à Marseille devant le CNPF. C'est encore en avant, c'est un vrai manifeste sur la RSE. Ou alors la lettre d'une page de Baron Bic dans l'ouverture aux actionnaires, voilà, où on a des pensées qui ont structuré le développement de la boîte pendant 30 ans. Pourquoi c'est super important? Parce que si on n'a pas ça, finalement, qu'est-ce qui régule ces sujets-là? C'est-à-dire le mode de fonctionnement de l'entreprise. Ben, ce qui régule, c'est quelque chose qui est présent tout le temps, qui est extrêmement puissant, qui s'appelle le contrat de travail. Et qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de travail? Il y a 3 choses, l'activité, la rémunération et explicitement le lien de subordination. Et donc, lorsqu'on laisse, et ça, c'est hyper structurant de ce qu'on appelle donc la hiérarchie, mais du coup, on découle la structuration, l'organisation, les silos, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est réel, hein. C'est pas une pensée, c'est du droit, et c'est dans les esprits, et c'est dans les entreprises depuis très longtemps. Donc, si on n'a pas cette pensée-là, vous voyez, à opposer, contrebalancer, enfin, vous voyez, apporter un contrepoint à ce qui reste là, parce que vous restez, voilà, ça reste un espace de contrat de travail, votre boîte. Eh bien, dans ces cas-là, on a ce qu'on constate dans beaucoup de boîtes. Donc, on va faire des choses qui ramènent ce fameux humain à certains endroits, on va faire l'intelligence collective, mais pas à l'échelle de l'entreprise. Parce qu'à cette échelle-là, on va retomber dans ce qui la structure, elle la régule. Donc, pour moi, c'est très important qu'on ait plus... Enfin, si on n'a pas cette pensée, c'est-à-dire le dirigeant qui met ces questions-là à ces niveaux-là sur la table de l'agenda du dirigeant, eh ben, on est soumis à cette structuration-là. Le deuxième point, c'est la dimension transgressive, finalement, de votre modèle ou de votre pensée, qui n'est pas un cadre. Hein, j'ai vu à la fin... c'est pas s'enfermer, ça qui est intéressant aussi dans la pensée, elle est plus évolutive qu'un cadre, mais néanmoins, elle est structurante. Et donc, j'ai extrait 3 points, il y en a beaucoup, hein, qui font de votre pensée, et comme c'est cohérent, ça fait modèle. Et surtout, je les ai extraits j'allais dire, non pas de vos discours, mais de la confrontation à la réalité. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit si, finalement, la pensée qu'on a, c'est quand on est au pied du précipice, qu'on est capable de dire, ah, ben non, finalement, bon, voilà, jusqu'où on est capable de porter, justement, la force de pensée qu'on a. Et dans les podcasts, par là, vous avez évoqué un moment difficile de la boîte, qui met en péril son résultat. Et à ce moment-là, vous dites, bon, mais je ne vire pas les gens. Donc, et directement, ça fait quoi ça? Ben, ça fait qu'on dégrade méchamment le résultat. Mais et là, ça dit quoi ça? Eh ben, ça dit la profondeur et la réalité de la façon dont on pense le corps social. Vous avez une pensée du corps social qui n'est pas variable d'ajustement, y compris lorsqu'on est ramené dans une situation de difficulté. Et ça, c'est pas banal, c'est pas commun. Le deuxième point, c'est que du coup, pour faire ça, ce faisant, vous dites, parce que une entreprise, c'est un espace de performance, et c'est ça qui est magnifique avec les entreprises. C'est la logique de performance, y compris publique. Vous dites, mais moi, la performance, ce faisant, hein, en actant ça, ben oui, c'est le résultat financier, c'est la rentabilité des capitaux investis, oui, mais c'est aussi d'autres choses. Et donc, je vais poser dans mon modèle
une approche de la performance qui fait que, qui est celle-là, et qui fait que mon corps social ne sera pas une variable d'ajustement au profit d'un unique critère. Ça aussi, c'est pas banal. Et le troisième point que vous ajoutez, et avant, on parle de confiance, mais avant ça, vous le dites au sens de la parole, le sens de votre parole et la crédibilité de cette parole. Et vous en faites un point, et vous dites, oui, mais si j'avais sauté, enfin, plutôt changé d'avis au bord du précipice, mais ça aurait dit quoi au regard de ce que je leur dis depuis tout le temps? Et donc, vous remettez comme un point aussi fondamental que le fait de quand même ne pas être en déficit à la fin de l'année, cette crédibilité de votre parole. Bon, moi, ça fait un modèle et une pensée, je veux dire, forte, engageante, et qui s'oppose à bien des pratiques. Et pour moi, c'est aussi là la vertu, et c'est en ce sens que ce que vous développez a une fonction politique au sens des sujets qu'on met sur la table. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, hein, et je parle même pas seulement de Twitter, Netflix, qui sont en train de virer la moitié ou X% ou 20% du personnel, alors que globalement tout va bien. Non, je parle plutôt de ces entreprises qui, bon là, on va pas faire complètement nos résultats, donc on va se séparer quand même d'une partie du personnel, mais on les reprendra quand ça ira mieux, et qui vous disent, et je ne peux pas faire autrement. Non, mais parce que si je ne fais pas ça, je fragilise mes marges, ma marge c'est l'investissement. Donc derrière, vous voyez, ok, ce que vous leur dites en posant ce modèle-là, vous dites non, très bien, tu fais comme tu veux chez toi, hein, mais me dis pas que tu peux pas faire autrement. C'est en ça que pour moi c'est très important et que c'est politique. C'est-à-dire que une autre manière de penser l'entreprise est possible. Et malheureusement, ce qu'on entend quand même comme opposition, j'allais dire, à cette parole-là, vous voyez, c'est des syndicats qui viennent, qui brûlent les pneus, qui défendent les salariés, mais ils sont dans leur rôle, mais avec la crédibilité et le poids de la parole des syndicats. C'est pas tout à fait pareil quand quelqu'un, vous voyez, une entreprise vient dire, bah écoutez, même dans une entreprise dont la finalité c'est quand même de gagner de l'argent, d'être rentable, ben voilà, il y a une autre, voilà. Donc dernier point, dernier sujet. Vous dites un peu moins là, mais en même temps, vous n'avez pas dit le contraire, mais beaucoup dans les podcasts, tout ça, vous dites plusieurs choses. Vous dites c'est possible. Et vous avez raison, vous le démontrez, et ça c'est super et c'est important. Mais vous laissez penser que c'est facile. Et alors, je suis sûr que vous le croyez, hein, y a pas de sujet, hein, mais c'est comme le monsieur qui est à côté de moi là, ça fait plus de 30 ans que je le connais. Il fait des choses qui portent mon admiration. Mais il va vous dire non, mais c'est facile. Bon, comme tout le monde qui est là, hein, chacun fait ça, mais je vous connais pas, je peux pas donc dire les choses. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe quand on dit ça? Ben, il est pas crédible. Vous voyez, il perd de la crédibilité. Parce que moi, je sais bien que ce qui me dit, regarde, j'ai fait ça, on a fait ça. Je dis, Thierry, mais c'est génial. Je lui fais, non, mais c'est facile. C'est facile, sauf que non, c'est pas facile. Ou alors, c'est que je suis nul. Parce que moi, je sais que je pourrais pas le faire. Vous voyez, donc vous dites un peu aussi aux autres qui sont nuls parce qu'ils se disent ben non en fait non c'est pas aussi facile. Mais ça va plus loin, c'est un peu plus embêtant encore le fait que ce soit pas facile, c'est que ça masque des choses. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pas simplement j'enlève le contrôle, ça marche. Je mets les 4 jours, ça marche. Pour que ça marche, alors, c'est là qu'il faudra ouvrir le capot et s'intéresser à tout. Il y a plein de choses qui viennent de 96, qui viennent de ce que vous avez fait. C'est des éléments de dispositif, c'est des choses qui sont construites, c'est des éléments d'histoire sur lesquels on est revenu, c'est une manière d'en parler. Des quantités des dispositifs qu'on améliore, qu'on fait évoluer. Donc des quantités de choses qui font que ça marche. Ça a marché chez vous dans ce contexte. Il n'y a pas de raison que ça marche pas ailleurs. Mais si on le fait avec la rigueur, l'intention, des éléments de savoir-faire, la prise en compte de la singularité, voilà. Et c'est pas. Et ce faisant, on dit aussi, bah tout ça, ce sont pas que des idées. Donc c'est pas que des recettes, ni des idées, ni des recettes. Donc c'est un construit. Et c'est un construit qui est un construit collectif. Vous voyez, c'est pas que le vôtre. Bah, moi, avec ma bonne idée, je suis venu, j'ai soulevé j'ai levé le contrôle. La quantité de boîtes où on leverait le contrôle du jour au lendemain, et où ce qui se passerait, c'est juste catastrophique, parce que elle n'a pas les autres éléments, ingrédients, y compris dans la tête des dirigeants, pour l'opérer vraiment. Vous voyez. Et du coup, voilà, on ne laisse pas voir aussi, outre la rigueur, la difficulté que ça demande, le niveau collectif, et du coup aussi la valeur que ça a. À un moment, je suis embarqué il y a très longtemps en tant que parent d'élève. Bon, j'avais rentré dans l'école, et puis je découvre que la cantine,
chez nous, là, ils font à manger avec des vrais produits. Vous voyez, et qu'il y a du genre, hein, c'est une politique de la mairie, ça coûte un peu d'argent, on fait ça, ok. Bon, personne ne le sait, tout le monde s'en fout. Il y a tout un système, ça tient à beaucoup de choses. Demain, un nouveau maire, il peut économiser 3 centimes sur le machin, il vire le truc, personne ne voit rien, personne ne dit rien. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas conscience de ça et de la valeur que ça avait. Quand même, ça finit par aller, ou un autre maire revient et dit non, je remets le truc. Mais il va pas le remettre comme ça. Vous voyez, donc il y a toute une valeur aussi à reconnaître la difficulté et reconnaître le fait que c'est un construit collectif, ce qui m'amène à ma conclusion et à une hypothèse que je vous soumets, qui est que donc le dirigeant, il tient son mandat de son actionnaire. De la même manière qu'on a le contrat de travail et la subordination, il y a cet autre, vous tenez votre mandat, votre actionnaire avec lequel vous entendez plutôt bien, je crois, et ça simplifie pas mal de choses. Mais ce faisant, avec cette pensée de l'entreprise, et si on reconnaît que c'est un construit collectif dans le temps, eh bien, à entendre, on se dit, tiens, mais ça, c'est peut-être devenu un bien commun. Et un bien commun, ou une partie de votre mandat, et ben peut-être il vient aussi de ce corps social qui dit comme c'est un bien commun, il faut que tu le défendes. Tu peux pas reste dans cette ligne-là. Et si jamais tu en sortais, donc si tu rompais le mandat qu'on t'a donné en disant que c'est aussi le nôtre et qu'on a participé à le construire, alors tu auras des problèmes. Alors, pour revenir sur la fin, parce que je suis globalement d'accord, sauf un petit détail, mais qui a une bonne raison. En fait, j'ai avancé dans une démarche logique de bien-être diverses et variées qui m'a amené à la semaine de 4 jours. Ça, c'était un schéma, effectivement, qui a avancé dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai découvert que la semaine de 4 jours fonctionnait, mais elle ne fonctionne pas parce que j'ai mis le reste en place. Et ça, je le sais. Mais il faut que je le prouve. Et le problème, c'est que, et c'est pour ça que j'ai aussi tendance à me battre contre ça, c'est qu'on va me ramener dans « vous avez mis tout ça en place, et sans tout ça, la semaine de 4 jours, c'est mort ». Non. Mais c'est parce que je l'ai mis en dernier et que personne n'a envie d'en entendre parler qu'on me repositionne à cet endroit-là. Et qu'on se défend en disant « oui, mais avant qu'on transforme notre boîte comme la sienne, il n'y a aucune chance qu'on mette un jour la semaine de 4 jours ». Sauf que moi, j'ai vu l'effet sur les gens, j'ai vu que c'est pas ce que j'ai fait avant qui a changé leur vie, que c'est vraiment le rythme de travail que ça crée qui a changé leur vie, que oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai certainement un bonus, lui, par contre, par rapport au fait de tout ce que j'avais déjà avant, et ça, je ne le renie pas, mais que la semaine de 4 jours, ça fonctionne, sans tout ce que j'ai mis en place, peut-être pas aussi loin, parce qu'il n'y a peut-être pas cette implication, cet engagement qui me crée, qui me rend encore plus fort, mais qui me rendait déjà encore plus fort avant. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est, comme je dis, la boîte était... le truc un petit peu fou, c'est qu'on était Great Place to Work avant la semaine de 4 jours. J'avais pas besoin de la mettre en place. Pour aller chercher du mieux chez les salariés, il y a plein de dirigeants qui vont me répondre par rapport à ça, mais nous, c'est un Great Place to Work, j'ai pas besoin de faire ça. Bah, on l'était. Oui, on l'a fait et on est encore plus. Mais c'est pas une condition indispensable. Après, c'est pas dans le mindset de n'importe qui, et je me suis même posé la question de qui pourrait mettre en place la semaine de 4 jours. Bah, celui qui se dit je peux pas, il laisse tomber. C'est même pas la peine d'y réfléchir. Si les freins psychologiques dans la tête sont trop forts, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas prêt. Parce qu'à un moment, et je l'ai vécu, malgré tout ce qu'on avait dans la boîte, au moment où j'ai annoncé ça, j'ai 20% des salariés qui sont venus vers moi en me disant « c'est une connerie. Qu'est-ce que t'as pété un plomb, Laurent ?» Et qui sont ces salariés, les managers, les cadres qui avaient déjà l'impression d'avoir la tête sous l'eau, qui se sont dit en 4 jours, mais je vais juste m'en prendre une claque en plus. Tous les gens qui sont stressés par rapport au truc. Et j'ai beau avoir une boîte où ça se portait bien, j'ai vraiment eu ce frein. Et quand on me demande qui il faut convaincre dans la boîte, j'ai dit la seule personne qui doit être convaincue, c'est le patron, qui doit être convaincu parce que toute sa direction va venir le voir pour lui dire c'est une connerie. Parce qu'ils seront tous convaincus du contraire et qu'il faut aller contre. Et je suis allé contre quand j'ai mis en place la semaine de 4 jours. Et je leur ai dit on va le mettre en place et on verra après. Et après, si on a fait une connerie, on corrigera. Et on corrigera là où il faut corriger et on le laissera là où c'est nécessaire. Et on n'a jamais corrigé. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui me dira que c'est une connerie. Ils sont super heureux d'y être. Donc là, je suis vraiment allé contre les mesures. Et effectivement, il y a des moments où j'ai été typiquement où j'ai imposé, où j'ai été contre d'autres choses que je prône.
parce que je voulais voir pour être sûr du modèle. Et c'est juste effectivement pour ça que j'ai cette posture à des moments et à être un peu affirmatif, parce qu'en fait, ça m'énerve qu'on me rabatte, qu'on s'oppose à la semaine de 4 jours en s'appuyant sur mon passé, qui oui est différent, oui a construit plein de choses, oui a fait une évolution dans la boîte qui fait qu'on est déjà différent au départ. Mais si je l'avais pas fait, j'aurais pu faire la semaine de 4 jours. J'aurais peut-être pas 100% des effets, mais j'en aurais 90%. Et je veux pas que ce soit l'excuse qui serve. Même si je sais que c'est l'excuse qui sert et que c'est une excuse facile. Ce point que je trouve un peu juste dommage dans tout ça, c'est qu'en fait, ce combat que vous portez fait écran, vous voyez, aux autres sujets qui pour moi sont peut-être encore plus fondamentaux, qui sont ceux du corps social, qui sont ceux de cette confiance qui n'est pas la confiance, c'est même pas ce qui est donné bouquin sur l'entreprise libérée qui est la confiance qu'on donne. Non, c'est de construire une boîte la confiance, c'est important. L'engagement, sur la confiance responsabilisation, que le corps social a en vous-même. Oui, ça, c'est encore moins banal. Et de construire une boîte et un dialogue managérial à l'entreprise sur cette confiance-là qui est même inversée par rapport à ce qui est dit dans les bouquins. Ça fait partie de ce que j'en parle régulièrement parce que je peux pas dire qu'on le fait pas et parce que ça marche. Et c'est ce que j'explique quand je dis socialement. Il y a une chose que tu n'as pas précisé d'ailleurs dans ce où j'ai rebondi. C'est que un des trucs aussi que je me suis dit à un moment, c'est la pyramide de Maslow. Un salarié, pour qu'il soit heureux, il faut aussi qu'il vive. Et aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, c'est SMIC plus 25%, soit 2050 € brut. Il n'y a personne qui touche moins que ça. Pourquoi? L'idée, c'était de dire, le gars qui fait des colis, il est indispensable dans la boîte, il faut qu'il vive avec son salaire. Et sans critiquer le gars qui s'occupe des réseaux sociaux, il est quand même vachement plus cool. Son poste, il touche toujours plus aujourd'hui que celui qui fait des colis. Mais à un moment, il faut rapprocher les différents postes et dire il y en a un qui trime tous les jours et qui s'emmerde, et l'autre il s'amuse parce que c'est ce qu'il adore. Et c'est pas totalement juste à des moments. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu remonter ces salaires minimums, qui d'ailleurs à la fin coûtent moins cher parce qu'une fois que les mecs sont impliqués, il y a moins de contrôlants. Donc il y a moins de salaires plus chers au-dessus et vous ne perdez pas à la fin. Parce que malgré tout ce que j'ai mis en place, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi l'entreprise la plus rentable de mon secteur. C'est-à-dire qu'on a beau être super social, il y a un retour derrière. Mais oui, je suis bien conscient que tout ce qu'on a mis en place, que tout ce que j'ai, il y a un côté humain et qu'il y a une partie de mon côté humain que je ne retrouverai pas ailleurs. J'aurais beau en parler, ça ne marchera pas. Typiquement, cette année, on sort des années Covid, on revient sur une année qui est plus comparable à 2019, on fait de la décroissance. On a annoncé, on a fait moins 20% de croissance au premier semestre. Il y en a qui en profitent pour sortir en disant « Regardez, la semaine de 4 jours, c'est le bordel ». Non, c'est conjoncturel. Par contre, moi, je me suis amusé devant les équipes, et là, ça me fait rire par rapport à Netflix et autres. On a fait un petit déjeuner en septembre, et j'aurais dit « Je sais que vous foutez rien. Parce que 20% de chiffre en moins, vous êtes en train de glander dans les bureaux, je le sais. Mais je ne vais pas les sortir pour autant. Parce que même si, effectivement, en ce moment, typiquement, je pourrais réduire la masse salariale. Mais ça sert à rien. L'entreprise est rentable, tout se passe bien. Et effectivement, dans ma démarche, je me poserai pas ce genre de questions. Et puis, j'aurai besoin de demain et j'ai intérêt à ce qu'il soit là demain quand ça repartira. Enfin, quand on retrouvera les volumes parce qu'on continuera la croissance. Donc oui, j'ai des différences. Il y a des choses que je peux essayer d'inculquer, mais il y a 250 bouquins dessus qui le font déjà. Il y en a pas mal, mais les gens vont pas les lire. Moi, je les ai lus, je les ai vus, ils m'ont inspiré. Il y a beaucoup, l'entreprise à impact, le leader positif, le leader de demain, et qui sont tous très intelligents dans tout ce qu'ils disent, dont il faudrait qu'ils inspirent beaucoup plus de monde. Surtout qu'une fois qu'on voit que ça fonctionne vraiment et que c'est vrai. Mais c'est vrai que le sujet, et c'est pour ça d'ailleurs que je plaisante dessus des fois dans les trucs, quand on parle de QVT ou QVCT, et que moi maintenant je dis, moi je fais pas de la QVT ni de la QVCT, mais de la QVTC, la qualité de vie tout court. C'est ça, la semaine de 4 jours. C'est qu'en fait, ça sort du cadre de l'entreprise. Ça change la vie des gens. Et finalement, c'est pas une mesure d'entreprise, c'est une mesure de vie tout simplement. Et quand on essaie de tout raccrocher, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça, effectivement, je sais que c'est compliqué, que d'autres se rabattent justement sur tout ça pour dire c'est lui, c'est pas moi. Et c'est pour ça aussi que je veux pas avoir de tour d'avance. J'ai la mesure ultime qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place dans l'entreprise. Et je sais que ça marcherait. Et ça, par contre, ça impose tout le reste. Ce serait de dire aux salariés, vous venez bosser quand il y a besoin de travailler. Point. Plus d'horaire, plus de trucs. Alors, on mettrait la contrainte 4 jours, on mettrait d'autres trucs pour pas qu'ils partent en burn-out. Mais vous organisez les plannings, vous faites, vous partez. Si le soir, vous pensez qu'il n'y a plus de travail, vous partez à 15h, vous partez à machin, et vous vivez le truc. Et là, j'ai un engagement qui est tel, et tout ce qu'on a construit fait que je serai le seul à pouvoir le faire parce qu'il y a tout le passif.
Et là, je suis 100% d'accord. Je pourrais pas dire, c'est facile. Non, ça ne marcherait pas ailleurs parce qu'il faut construire le passif. Mais aujourd'hui, j'ai ce sentiment d'être pris au piège dans mon passif pour pouvoir dire, il y a un truc là, c'est un vrai truc de société, ça peut changer la société, mais mon passif m'emmerde parce que vous allez tous vous raccrocher à dire, c'est pas possible parce que tu as ce passif-là. Mais les laissez pas dicter les termes ils le font déjà assez. C'est-à-dire que ce soit, vous voyez, que ce soit les médias ou, Thierry, ferme tes oreilles, les écoles de management, les forces de normalité sont absolument terribles. Oui, non, mais donc, et se laisser, évidemment, ils vous renvoient ça. Mais il faut pas de la même manière que vous agissez, vous voyez. C'est ce que je viens de faire là. Exactement. Mais ça demande, c'est ce que vous faites, de sortir, mais aussi, vous voyez, sur tous les sujets qui font modèle et qui viennent enquiquiner, voilà, ceux qui portent ces pensées très, c'est ce que je dis à la fin, structurées. c'est finalement, j'ai la boîte qui est la plus sociale, j'ai le meilleur salaire, je suis au-dessus de tout ce qui était proposé pendant les présidentielles. On a toutes les mesures possibles pour les salariés. On a instauré une prime de poste non télétravaillable de 50 € par mois. Donc, en fait, le salaire minimum, il n'est même pas à 2050, il est à 2100 parce qu'ils sont tous concernés par le non télétravail. On a la semaine de 4 jours, on a 32 heures, on a tous les services possibles dans la boîte. C'est-à-dire on a 13 mois, on a une participation de 2 mois et demi, parce qu'on est très rentable à la fin. C'est un cadre de rêve. Et pourtant, je paye un maximum au départ. Enfin, j'ai mis tout dans le social. Et à la fin, j'ai une boîte qui... Donc, ça marche, oui. C'est juste, une fois qu'on a branché l'homme à l'homme, il fonctionne. Et c'était effectivement des vieux modèles qui marchaient très bien, qui se sont dégradés dans le temps. Je pense qu'une des raisons de ça, c'est que plus on s'éloigne de l'histoire du fondateur, plus on a des financiers à la tête de la boîte, et plus finalement, on perd l'âme. Un grand merci pour ce débat et cette discussion. Je vais poser une dernière question simpliste, voire même pauvre par rapport à ce qui s'est dit, mais qu'on posera à tous nos invités. Comment tu te qualifierais en tant que dirigeant, humaniste, responsable? C'est quoi le qualificatif que tu as envie de partager? Je pense que le plus proche, c'est les côtés humanistes, mais pour moi, c'est parce que quelque part, c'est une sorte de famille. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que tout le monde s'éclate avec moi. C'est pas une histoire de dire, enfin, je dis souvent, parce que des fois, c'est très positionné à gauche, tout ce que je dis. Et pourtant, je vais dire, moi, je veux que la boîte gagne de l'argent et je veux qu'elle en gagne plein. Pourquoi je veux qu'elle en gagne plein? Parce que je veux investir sur d'autres choses. Je veux avoir les moyens de faire d'autres choses. Et donc, la rentabilité est pas du tout un gros mot pour moi. Après, il faut rendre la partie qui va à chacun. Mais il faut aussi être très rentable parce que il faut pouvoir porter d'autres choses. Donc oui, un côté humanisme, mais sans perdre le côté il faut aussi savoir investir. Merci beaucoup. Merci, un grand merci donc à Laurent d'être prêté au jeu parce que autant je pense qu'avec Thierry ils se connaissaient et ils avaient pu un peu cadrer certaines choses. Je pense que l'intervention de Julie et de Pascal était vraiment pour le coup spontanée. Donc merci beaucoup pour ces regards-là. Merci à Julie, merci Pascal vraiment pour vos interventions. Et Thierry évidemment, parce que Thierry est au commencement de tout, puisque c'est notre... Si on collabore ensemble, on crée ensemble, donc quand même. Merci à vous d'être venus. Merci encore à Bayer de nous avoir accueillis. Merci à Sofiane, qui est à la technique, qui est toujours là. Grâce à lui, tout est possible. Sofiane, Tu dis qu'on peut accéder aux vidéos. Bien sûr. Tout ça a été enregistré. Donc, il y a un différé sur YouTube qui sera programmé la semaine prochaine et un podcast qui sera également accessible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, ce premier épisode sera disponible avant la fin de l'année. Et puis, les 4 prochains arriveront courant 2023. Donc, voilà. Je vous projette d'ailleurs sur 2023 puisque janvier, nous aurons notre 2e épisode avec une dirigeante cette fois-ci, dont on tait encore le nom puisque c'est suspense, et dans une nouvelle entreprise du réseau qui nous accueillera. Donc, pour ceux qui souhaiteront participer pour ce 2e épisode, vous serez les bienvenus. On vous communiquera tout ça rapidement. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée.